T'es un tout petit peu stressée, c'est étonnant. Pourquoi t'es stressée? Il faut pas. Ça reste détendre dans le feu de l'action, t'inquiète. Je suis pas. Ouais. Alors attends, je me mets sur le groupe. Je vais voir Voilà. si on a commencé, si c'est prêt là ou pas. Alors attends, tac, tac, tac. Pourquoi j'ai tout ça qui s'ouvre? Bonjour tout le monde. Je sais pas qui est là, qui n'est pas là. Ah si, ça y est, on est visible. Bonjour Florence. Salut Didi. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est là en live ce matin avec Françoise de Sèvres, qui est notre super comptable. Pour la petite histoire, elle a participé à la toute première formation Je deviens pro. Elle m'a raconté son histoire et je me suis dit, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Donc voilà, je suis très contente. Et aujourd'hui, on va, donc comme vous le savez, notre thématique, c'est la thématique du side hustle. Donc, c'est cumuler en fait activité salariée avec notre projet entrepreneurial. Donc, on va parler des aspects fiscalité, on va parler des aspects comptabilité, on va parler de voilà de plein de sujets. Et l'idée, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions à Françoise. Donc François, je vais te laisser te présenter après parce que moi je parle beaucoup, mais voilà, le but c'est quand même que tu présentes, que tu nous dises voilà un peu ton expérience, ton parcours, et puis ensuite voilà, ça va laisser aussi le temps aussi de rejoindre le live petit à petit, euh, et euh, et puis ben du coup on va laisser les filles poser leurs questions. Donc bonjour Florence, je sais que tu attendais ce live avec grande impatience. Donc merci d'être là et à l'heure, je tiens à le dire. Donc voilà, vas-y Françoise, dis-nous tout, raconte-nous. Voilà, dis-nous tout. Alors, bonjour à toutes déjà. Je suis une dame qui a créé son entreprise en 1995, qui depuis 1995 crée son bateau, travaille avec, en vit ou n'en vit pas. Ça dépend des activités, des moments, parce qu'on est à même de perdre sa clientèle et de se refaire la vie après. À l'origine, j'ai créé cette entreprise parce que j'avais une formation de comptable, que j'étais salariée dans plus de 10 entreprises et que la loi, au bout d'un certain temps, elle me dit non, plus question, 10 c'est trop. Et qu'il a fallu faire des choix de vie. Donc, j'ai choisi de me mettre à mon compte. J'ai choisi un statut qui, à l'époque, me permettait de me protéger parce que je n'avais pas de bien personnel. Je n'étais pas propriétaire d'une maison ou de choses comme ça. Donc, j'ai choisi un statut de EURL, ou plus exactement des SARL à associé unique. C'est la même chose, il faut savoir. Aujourd'hui, c'est un statut qui devait améliorer les choses, je le changerai. C'est un projet d'ailleurs, voilà. Et donc, j'ai travaillé avec cette société auprès de nombre d'entreprises de toute taille. Des entreprises qui étaient en difficulté, des entreprises qui allaient très bien, des entreprises que j'ai aidées à démarrer, qui ont pérennisé, qui aujourd'hui sont florissantes, d'autres qui avaient tellement de problèmes qu'elles n'ont pas pu aller beaucoup plus loin. Donc, je les ai accompagnées dans leur situation d'activité aussi. Et tout ça, ça forge mon expérience d'aujourd'hui et les compétences que je peux apporter et mettre au profit de chacun d'entre vous. Voilà. Donc, j'ai des sur la comptabilité, le juridique, sur la protection de l'individu, du chef d'entreprise, des différents cadres dans lesquels on peut exercer son activité, de la façon de se protéger quand on veut créer une petite activité juste pour un système d'appoint ou quand on veut faire son métier et le réaliser pleinement. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez envie au départ de voir ce que ça peut donner, de créer son activité, et puis après, vous avez envie de l'étendre et de pouvoir en vivre pleinement. Oh mince! Qu'est-ce qui se passe? Françoise, t'es là?
J'ai eu peur. Moi aussi. Ouais. Donc, tu disais, oui, créer son activité quelque part et puis ensuite l'étendre, la développer. Je pense que oui, c'est en effet ce que la plupart des entrepreneurs qui font partie du Cléva Crew, en tout cas, cherchent à faire. Et comme on le disait en introduction de ce live, l'idée, c'est vraiment en fait de savoir aujourd'hui. Je pense que nous toutes, on a notre art. Notre art, ça va être de vendre, ça va être de maquiller, ça va être d'être la meilleure assistante personnelle possible, ça va être, voilà, on a chacune nos spécialités, mais c'est vrai que sur les aspects compta, finance, enfin, moi déjà, voilà, j'ai fait une école de commerce, hein, mais la finance, j'étais nulle, c'est-à-dire que mes notes de compta en première année, dis-toi que je les ai validées en troisième année, c'est pour te donner en fait une idée de mon niveau. Qui s'est amélioré bien évidemment avec le temps, mais en fait, je suis juste nulle et en fait, il y en a plein dans mon cas. Donc, on a vraiment besoin de toi et comme je le disais enfin, je le dis à toutes, voilà, là, l'idée, c'est de répondre au maximum de vos questions avec des réponses courtes. Si vous voulez plus de conseils personnalisés, si vous voulez plus d'accompagnement personnalisé, faut savoir que Françoise peut voilà, vous donner des conseils. Certaines d'entre vous, je les ai déjà redirigées vers Françoise à qui elle a donné de précieux conseils. Donc, n'hésitez surtout pas. Et je vous mettrai ses coordonnées en commentaire et puis je vous enverrai un mail de toute façon avec le lien vers le live avec ses coordonnées si vous avez envie de la contacter. Donc, les filles, c'est à vous. Voilà, posez vos questions, n'hésitez pas. Moi, je vais en commencer une première. Tu as parlé, je vais commencer parce que je sais que les filles, voilà, sont un peu timides, elles prennent un peu de temps. Moi, je vais te poser une question qui m'a été posée hier par une entrepreneur qui a commencé en fait avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc, elle fait de l'achat-revente de produits cosmétiques donc des produits qu'elle achète hors Union européenne et qu'elle revend en France. Elle, donc voilà, auto-entrepreneur, elle était en franchise de TVA, c'est-à-dire qu'elle ne collectait pas la TVA et elle ne la reversait pas à l'État non plus. Elle a changé de statut, donc elle est passée à la SASU, donc SAS unipersonnel. Peut-être que tu pourrais nous en dire d'ailleurs un peu plus sur ce statut au passage. Et elle voudrait savoir, du coup, elle n'a pas demandé la franchise de TVA et elle voudrait savoir s'il est possible rétroactivement de revenir sur ce qu'elle faisait au départ, c'est-à-dire travailler sans TVA comme avec le statut d'auto-entrepreneur. Voilà, j'espère que c'est clair pour toutes celles qui sont là. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Moi, je les note toutes et Françoise y répondra par la suite. Mais là, c'est une question d'AD sur la franchise de TVA quand on est en SASU. Voilà. Alors, dans le cadre de la SASU et de tout type d'entreprise, on crée et on choisit son régime fiscal. Dans son régime fiscal, ça parle aussi bien de son système d'imposition de l'entreprise, qui peut être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, que de la TVA. La TVA, il existe différents régimes. Il existe la franchise, il existe le régime simplifié de TVA et il existe le régime du réel. D'accord. C'est quoi la différence entre les trois là? Parce que alors, le régime de franchise, on ne déclare pas de TVA. Il n'y a ni de TVA récupérable, ni de TVA indexée sur les ventes. Voilà. Ça, c'est le principe de la franchise, pure et simple. On n'a pas de TVA à refacturer, et on ne déduit pas la TVA que l'on reçoit sur les factures de ce que l'on achète. Quand on est sur un système d'échange avec un pays étranger qui est hors EU, c'est à privilégier de toute façon. Ça doit faire partie de la demande et de la réflexion qu'on doit se faire avant de créer son entreprise. Le statut, une fois qu'on a fait un choix,
de régime fiscal, on peut aller vers le haut, c'est-à-dire de passer d'un régime de franchise à un régime d'indexation à TVA. Mais on ne peut pas faire marche arrière. C'est D'accord. impossible de revenir d'un système, voilà. Ou alors, ça va demander des négociations très importantes avec le fisc, qui va vous dire, attention, vous avez déjà un an d'exercice, c'est plus possible parce que vous avez déjà reversé toute une année, ou ça nécessite de refaire toutes ces factures et de rendre toute la TVA qu'on a pu prélever à ses clients, ce qui est absolument impossible. Ah ouais, c'est clair. Marche arrière dans ce cadre-là. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse là, AD, parce que clairement, ça lui plombe sa trésorerie et ça met en fait vraiment en péril son entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le conseil que je peux lui donner, c'est d'aller rendre visite aux services fiscaux si ça fait moins d'un an qu'elle a ouvert son entreprise, ça s'assure, et demander à modifier tout de suite ce régime fiscal. Maintenant, ce sera au bon vouloir de l'État. D'accord. Ok. Pas gagner d'avance. C'est très, très important de bien cibler quand on crée une entreprise ce qu'on veut créer avec, comment on va fonctionner. Tout ça, c'est à étudier avant l'ouverture. C'est pour ça que dès le départ, quand on a commencé à discuter, je t'ai dit, à titre personnel, attention, fais attention, devine, établis ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, quelle est ta clientèle, d'où vont être tes fournisseurs. Tout ça, c'est à établir dès le départ. C'est de là dont va découler le choix du statut qu'on veut faire en matière fiscale. Très. Est-ce qu'on veut se protéger? Est-ce qu'on a les moyens de se protéger? Oui. Le tout, c'est de bien établir dès le départ la structure, les fournisseurs, le système de vente. En matière de commerce, c'est très, très simple de le voir. Il suffit simplement de prendre un rendez-vous, de discuter de son projet, même avec son banquier, et il va vous donner l'information. C'est presque dommage de ne pas faire d'établir toute cette problématique avant. D'où le besoin de conseil qui est impératif dans toute création d'entreprise. Mais c'est clair, parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure du statut EURL. Pour ma précédente entreprise, c'est le statut que j'avais choisi. J'avais également choisi d'être au réel, donc de déclarer la TVA et de la collecter. Sauf que j'avais complètement pas pris en compte le fait que j'allais acheter toute ma marchandise aux États-Unis, et quand j'ai liquidé ma société, il faut te dire, Françoise, que j'avais encore des dettes de TVA parce que j'avais plus la trésorerie en fait pour tout reverser à l'État. Et si j'avais su en fait que je pouvais créer mon URL sans déclarer la TVA et surtout si je savais l'impact que ça allait avoir au niveau de ma trésorerie, clairement, je n'aurais pas choisi le statut et le régime fiscal que j'ai choisi au début. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est vraiment important de se faire bien conseiller. C'est vraiment important de réaliser son étude de marché aussi pour savoir où est-ce qu'on va acheter, à qui on va vendre, comment on va vendre, pour modeler son entreprise véritablement en fonction de son projet. Alors, on a une première question de Florence. Florence nous dit ma question, j'ai un petit patrimoine et je ne sais quel statut choisir pour protéger mon patrimoine, sachant que je suis une mauvaise gestionnaire dans l'absolu. Quand elle dit mauvaise gestionnaire, c'est peut-être que on est de grandes dépensières. Le statut d'auto-entrepreneur ne me semble pas approprié. Mon problème, c'est que je souhaite faire une petite activité de prestation de services en plus de mon emploi actuel. Donc, justement, par rapport à la protection des biens personnels, en auto-entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que nos biens soient saisis et qu'on se retrouve à devoir perdre tout ce qu'on a construit parce qu'on a fait des erreurs de gestion en créant sa boîte. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller?
déjà tous les statuts d'auto-entrepreneurs ou d'entrepreneurs simples, hein, de simples entreprises individuelles, comme les artisans et autres qui n'ont pas achevé de choix de créer de sociétés. Quand je dis société, c'est tout ce qui est EURL, SARL, SASU, SAS pur. Ça, c'est des sociétés qui nous protègent, mais qui nous protègent dans un certain cadre. C'est-à-dire que si la société a des dettes, elle va les prendre en charge elle-même, sauf, petit détail, si on était à même de faire un prêt auprès d'une banque, la banque demande la caution personnelle. Et donc là, nos biens personnels peuvent être mis en cause de la même manière. Dans le cadre de l'entreprise individuelle, que ce soit l'auto-entrepreneur ou autre, que ce soit des régimes de différents fiscaux, mais qui sont dans un cadre d'individu, hein, puisque c'est l'individu qui est à la tête de l'entreprise. La seule façon de se protéger, c'est l'État qui l'a mise en place il y a une quinzaine d'années maintenant, où c'est une déclaration de patrimoine auprès d'un notaire qui va permettre de protéger ce bien en l'excluant de toute possibilité d'être saisi par le fisc ou par d'autres organismes, sauf les banques. On n'est jamais protégé des banques si on a donné sa caution à la banque. D'accord. Donc, en gros, si on veut une déclaration chez le notaire, ça se fait très rapidement sur un simple rendez-vous avec la liste de vos biens. Alors, attention, ne sont préservés que les biens acquis. D'accord. Ce qu'on a déjà, si on veut investir, il faudra reproduire la même déclaration. D'accord? À chaque fois qu'on va vouloir investir dans un bien immobilier. D'accord? Okay. C'est-à-dire une maison. Un patrimoine, ça peut être un bien, ça peut être un patrimoine dans un centre commercial où vous avez acheté des murs, tout ce qui est bâti va pouvoir être protégé comme ça. Vous ne protégerez pas votre voiture, vous ne protégerez pas vos meubles. Ok, donc protection des biens immobiliers, mais pas du... Ok. Voilà. Vos biens personnels autres, si vous avez un compte bancaire, si vous avez quoi que ce soit, eux restent saisissables. Ok, très bien. Très, très bien. 500 € chez un notaire, ça se fait très rapidement. D'accord. Florence, est-ce que ça répond à ta question? C'est vrai, Françoise, on se sent perdu. Hello. Alors, ok. Florence, n'hésite pas à me dire si on répond à ta question. On a une deuxième question, c'est de la part de Sorna. Bonjour Sorna, j'avais pas vu que tu avais rejoint ce live. Donc, comment déterminer si l'EURL auto-entreprise ou la SASU est mieux adaptée à notre entreprise? Y a-t-il un montant de chiffre d'affaires, par exemple, à partir duquel c'est plus intéressant de choisir l'un ou l'autre? Et deuxième partie de la question, sinon, imaginons que je veux générer environ 3 000 € de revenus pour accéder facilement à un logement, fiche de paye, et bénéficier des avantages du salariat, par exemple. Est-ce que c'est intéressant de choisir le statut de SASU dans ce cas-là? Très bonne question, très, très bonne question. Donc, en fait, c'est une double question. Première question, c'est comment déterminer quel est le statut qui est le plus adapté à ses besoins. Donc, est-ce que c'est EURL? Est-ce que c'est auto-entreprise ou est-ce que c'est SASU? Donc, voilà, est-ce qu'il y a des montants de chiffre d'affaires, etc. Enfin, voilà, comment on fait son choix? Et deuxième question, comment avoir des fiches de paye pour accéder à un logement? Voilà. Dis-nous tout, Françoise. Tu es là? Dis-moi que tu es là, Françoise. Dis-moi que ça n'a pas à couper. Allô? Oh mince. Est-ce que tu es là, Françoise? Ah, alors mince. Elle a été déconnectée. Donc, on va laisser un peu de temps à Françoise de se reconnecter. J'espère qu'elle va nous rejoindre très, très vite. Désolée pour ce petit souci technique. Sorna, moi, voilà, de ce que je sais, mais on laissera Françoise le confirmer à son retour.
Peut-être que tu n'étais pas là dans la toute première partie. Comment déterminer si l'URL, l'auto-entreprise ou la SASU est mieux adaptée à notre entreprise? Franchement, elle va parler du statut URL, elle va parler de la SASU, mais la SASU, c'est quand même pas mal, pour pas mal de raisons. D'une part, parce que vous pouvez être président de la SASU, être salarié de la SASU, donc avoir des bulletins de paye, sans pour autant cotiser au RSI. Vous pouvez toujours bénéficier du régime général de la sécurité sociale. Donc ça, on va en parler avec Françoise tout à l'heure. Y a-t-il un montant de chiffre d'affaires, par exemple, à partir duquel c'est plus intéressant de choisir l'un ou l'autre? Ben ça, on va la laisser répondre. Je vais essayer de l'appeler. Ah oui. Françoise? Oui, c'est bien moi. Ouais, problème de connexion Internet, visiblement. C'est ça, je suis, ils m'ont viré d'Internet. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah écoute, Françoise, je vais j'espère que les filles, dites-moi si vous l'entendez. Là, j'ai mis le haut-parleur. De mon téléphone. Ouais, tu m'entends? Oui, moi je t'entends parfaitement. Est-ce que les filles m'entendent? Eh ben, je sais pas. Là, j'essaye de rapprocher en fait mon téléphone de l'ordi et du haut-parleur de l'ordi pour qu'elle puisse t'entendre. Si jamais elles t'entendent pas, de toute façon, je ferai le speaker. Je répéterai ce que tu disais. Donc, on est sur la question de Sortna. En réponse à la question qui a été posée, alors quand on veut avoir un statut de salarié, il n'y a pas 50 000 possibilités, c'est uniquement la SASU. D'accord. La SASU parce que on a un statut d'office de gérant et de gérant salarié. C'est une obligation de la SASU. Le salaire, on l'adapte en fonction des ressources que l'on a besoin, sachant qu'on aura les cotisations d'un salarié uniquement. Mmh. Dans les autres possibilités qui peuvent exister également, c'est quand on est gérant salarié d'une SARL. Mais ça implique d'avoir moins de 50% du capital social, c'est-à-dire d'avoir des associés qui, eux, vont être à la tête de l'entreprise et vous n'aurez qu'un statut de salarié. Et ça veut dire que vous avez moins de 49% du capital social. D'accord. Donc, je récapitule. Si on veut être salarié de son entreprise, option numéro 1, la plus simple, c'est la SASU. Donc, on est président salarié, ok, et on paye les cotisations salariales. Salariales. C'est sur fiche de paye qui doit être faite dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour répondre à une question en même temps, une fiche de paye ne peut plus se faire sur Excel parce qu'aujourd'hui, les normes françaises font que toutes les transmissions de données sociales se font par Internet. D'accord. Et on ne peut plus les saisir. C'est des transmissions DSN, donc des transferts de fichiers. On ne peut plus faire sur Excel. Sinon, ce serait trop simple. Autant nous mettre quelques bâtons dans les roues pour qu'on verse notre écho à tout le monde. En tout cas. Ok, donc, ces fameuses transmissions DSN, je suppose qu'il faut passer par un expert comptable. Alors, par un expert comptable ou par des sociétés spécialisées dans la rédaction de fiches de paie. Il en existe plusieurs. D'accord. Mais on peut aussi s'adresser à des personnes qui ont des compétences pour faire ce genre de choses et qui sont équipées du logiciel. Le coût moyen d'une fiche de paie aujourd'hui dans la région parisienne et en général sur toute la France est de l'ordre de 24 €. D'accord. Pour une transmission DSN. D'accord, donc 24 €, donc on passe par une société et en gros, l'édition de la fiche de paie et la transmission via le logiciel, faut compter 24 € en moyenne quand on est en Île-de-France. Ok. C'est ça. La deuxième option, donc c'est ce que tu disais, c'est être en SARL, mais détenir, donc être gérant salarié de la SARL, mais avoir des associés et détenir moins de 49% du capital. Voilà. D'accord. Attention, on
ne peut pas être associé avec son conjoint. Parce que dans ce cas-là, c'est une SARL familiale et on considérera que vous ne pouvez pas être salarié non plus. D'accord. Donc, il faut que ce soit un associé qui n'est pas notre conjoint, mais ça peut être, est-ce que ça peut être notre maman ou notre sœur? Non. D'accord. La filiation existe aussi et donc dans ces cas-là, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, il faut que ce soit pas un membre de notre famille. D'accord. Et au niveau des cotisations, est-ce qu'on est aussi uniquement sur les cotisations salariales ou est-ce que on est sur cotisations et patronales et salariales? Alors, les cotisations sont toujours et patronales et salariales. Je veux dire, mot à mot, quand on définit un salaire net d'un salarié, si on veut percevoir 2 000 euros, en gros, il faut multiplier cette somme par 1,8 pour couvrir l'ensemble des charges salariales et patronales que l'on reverse à différents organismes de cotisation. Donc, si par exemple, je veux toucher 3 000 euros net, faut que je fasse 3 000 euros fois 1,8 pour savoir en fait quelle est la marge que je dois générer en fait pour atteindre pour pouvoir me verser ce salaire-là. On est d'accord? Tout à fait. Ok. Marge à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires. On est toutes d'accord. Le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec votre marge. Votre chiffre d'affaires, c'est ce qui va se dégager quand vous aurez pris vos ventes, moins vos achats, moins vos frais de locaux, moins vos frais d'électricité, moins vos frais de poste, moins vos frais de tout ce que vous avez comme charge dans l'entreprise, y compris votre téléphone. Et puis, ça peut être le restaurant que vous avez fait aussi avec un de vos clients, il doit rentrer dans ses charges. Ce que ne prend pas en compte le statut d'auto-entrepreneur. Donc, voilà une des raisons pour lesquelles le statut d'auto-entrepreneur est difficile. C'est que vous ne pouvez pas déduire vos charges. Et donc là, on va parler vraiment, parlons peu, parlons vrai. Si demain vous voulez prendre un appartement, par exemple, comme le disait Sorna, eh ben le problème c'est que pour déjà vous pouvez pas établir de bulletin de paye en étant auto-entrepreneur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que pour pouvoir dégager un salaire, un revenu, en fait, toutes vos charges ne sont pas déductibles et vous payez en fait 23%, c'est ça? 23% du chiffre d'affaires que vous réalisez versus quand vous vous mettez en entreprise. En entreprise, une entreprise paye des impôts et des taxes uniquement sur ses bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, avant que vous ayez à payer des impôts sur les sociétés ou à payer votre impôt sur le revenu si vous décidez de comment ça s'appelle, d'être en statut fiscal. Oui, c'est 23% de cotisation sur votre chiffre d'affaires. Et on parlera tout à l'heure des salariés qui cumulent avec leur activité par rapport à la sécurité sociale. C'est une autre question qu'on aura, Françoise. Mais bon, tout ça pour vous dire que le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui doit vraiment rester le plus court possible dans la durée de vie de votre business parce que vraiment, vous ne pouvez déduire aucune charge et donc vous payez en fait sur votre chiffre d'affaires et c'est énorme parce qu'en fait, c'est pas parce que vous faites, je sais pas moi, 1 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois que en fait, c'est 1 000 euros de chiffre d'affaires que vous avez dans votre poche. Et ça, en fait, l'État s'en fout. Vous devez payer, vous devez payer 230 euros de cotisation si vous faites 1 000 euros de chiffre d'affaires, sans compter toutes les dépenses que vous devez engranger pour réaliser ce chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en entreprise où là, vous payez des impôts uniquement sur vos charges. Et comme on parlait tout à l'heure des frais, etc., il y a toute une partie de vos dépenses. Alors, bien évidemment, quand vous devez rechercher un appart, vous avez besoin d'avoir des bulletins de salaire avec des hauts revenus. En revanche, vous savez très bien que pour vivre, vous n'avez pas nécessairement besoin de tous ces revenus-là
Donc, vous pouvez vous faire des bulletins de paye pendant 3-4 mois, le temps de faire vos recherches d'appartement avec les bulletins de paye qu'il vous faut. En revanche, après, vous passez toutes vos dépenses en note de frais. Donc, tout ce qui va être, comment ça s'appelle, téléphone, enfin vos repas, enfin tout. Et le reste, par contre, ce qui va dépendre de vous, vraiment, ça va être votre loyer, votre électricité et vos vêtements. Le reste, il faut vraiment essayer de faire en sorte que ça passe au maximum. Votre nourriture, bien évidemment, vos courses, vous pouvez pas faire passer vos courses chez Auchan en frais de société tous les mois. En revanche, pour le reste, que ce soit vos déplacements, vos sorties, vos voyages, c'est des frais de société et vous ne payez pas d'impôts dessus. De rien Sorna, de rien Florence. Donc oui, justement, question intermédiaire Françoise par rapport à la sécurité sociale. Voilà, quand on est gérant de SASU, enfin quand on est président de SASU, on cotise à quel régime de sécurité sociale? On cotise obligatoirement en régime de CPAM classique du régime salarié, d'où la fiche de paye. Dès qu'on a une fiche de paye, on cotise à ce régime-là. On n'est plus sous un couvert de RSI ou d'autres organismes. On est vraiment au régime du salarié. Très bien. Versus auto-entrepreneur où là, on cotise au RSI. Voilà, au RSI qui est basé sur un profil classique dont on ne dégage pas les charges et qui ne vous accorde que des droits très sommaires en cas de maladie ou voilà. Au niveau du remboursement du soin, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la prise en charge d'un arrêt maladie, vous avez très peu de droits, souvent limités à 25 € par jour, ou voire même moins 19 ou 17. Et en dessous d'un certain chiffre d'affaires, absolument pas pris en charge. Voilà. Donc, vous avez une couverture hyper minimale quand vous êtes en régime d'auto-entrepreneur. Alors, souvent, quand vous avez des activités qui sont multiples et qu'à côté, vous avez un statut de salarié, il vaut mieux que vous gardiez votre affiliation à la CPM par votre statut de salarié plutôt que de vous servir de vos droits de RSI par le statut d'auto-entrepreneur. Si vous avez la double casquette, privilégiez toujours votre carte vitale sur votre statut de salarié. Et donc justement, comment ça se passe en fait? Est-ce que si par exemple là, on a pas mal d'entrepreneurs là qui sont au chômage, donc qui perçoivent le Pôle emploi et qui sont en train de monter leur activité en parallèle de la création de percevoir en fait leurs droits à Pôle emploi. Quand on est à Pôle emploi, comment ça se passe? Comment on fait quand on est auto-entrepreneur pour conserver quand même le droit en fait à être au régime général et pas passer au RSI? Alors, l'avantage de cette situation, parce que je vais parler d'avantage, ça peut étonner, mais c'est comme ça. Le fait d'être couvert et d'être indemnisé par Pôle emploi vous maintient votre statut égal au celui de salarié. Donc, vous dépendez de la CPN du régime général. Ok, très bien. Ça, c'est important. Sur la durée où vous êtes indemnisé. Si vous n'êtes plus indemnisé, mais toujours demandeur d'emploi, par contre, là, vous avez la couverture qui est maintenue pendant 1 an, après la fin de vos droits de Pôle emploi. Pendant 1 an, vous avez encore droit à ça. Mais pas au niveau de l'indemnisation du régime maladie. C'est-à-dire pas en termes d'arrêt de travail, puisque là, vous n'avez plus d'emploi, vous n'avez plus d'indemnisation, donc vous n'êtes plus couvert en indemnisation. Par contre, en prise en charge de soins, oui. D'accord. Ok. C'est maintenu 12 mois. Au bout des 12 mois, la CPAM nous envoie un joli petit courrier en vous disant que vous êtes radié. Et là, vous devez faire l'option auprès du RSI. D'accord. Ok, ça marche. Ok, c'est noté. J'espère que c'est clair pour vous toutes. On a une question de Sorna. Là, je dois reprendre un statut. J'avais celui d'auto-entrepreneur. J'hésite entre le reprendre ou passer direct en SASU.
Ce sera pour des activités de service et e-commerce. Que me conseillez-vous? Alors, pas encore, ça va être une question qui peut être, dans un cadre très général, je dirais, ne reprenez pas le statut d'auto-entrepreneur. Si votre devenir est de vouloir créer une entreprise et de la pérenniser, ne choisissez pas l'auto-entrepreneur. Vous avez une expérience déjà, vous savez de quoi elle était faite, quels étaient vos résultats, qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place. Pour choisir votre statut, il faut que vous fassiez un prévisionnel. C'est une nécessité de savoir quel est votre objectif, où vous voulez aller avec cette entreprise, quel peut être ce but, comment vous la souhaitez dans les années à venir, qu'est-ce que vous voulez réaliser avec elle. Si c'est juste un hobby, restez à l'auto-entrepreneur. Si c'est une passion et une vraie envie d'aller vers l'avenir, passez à un statut d'entreprise réelle sous forme de société. Got it, everyone? Ouais, moi je pense que l'auto-entreprise. Changer de statut après, c'est pas évident. Changer de statut en se disant je suis auto-entrepreneur, voilà, allez, je vais changer de statut. Il faut savoir que normalement, quand on change de statut, on est indexé à une taxe. Voilà, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires parce qu'on va rentrer l'existence de l'ancienne activité dans la nouvelle. Sauf à faire une interruption volontaire de quelques mois. Sachant que la clientèle, elle ne va pas forcément accepter que pendant 1 ou 2 ou 3 mois, vous ne soyez plus présent. Surtout quand on fait du commerce. Donc, il est important de bien savoir démarrer. Donc, je le rappelle, pour Sortna, pour nous toutes, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Françoise est là pour vous aider et pour parler de mon expérience personnelle. Là, oui, d'ailleurs, François, je te l'ai pas dit, j'ai fait un peu plus tôt. Je suis en train de créer la société. Là, j'ai pas attendu décembre. Donc ça y est, capital versé à la banque, tout ça, et donc SASU. Faut-il que j'attende de générer du chiffre pour la déclarer? Faut-il attendre de générer du chiffre pour la déclarer, l'entreprise, pour la créer? Non. Une SASU, vous avez le choix d'être gérant salarié ou pas. Donc, vous avez le choix de vous dire, je peux la créer, je la développe petit à petit, je ne me rémunère pas tout de suite si je peux faire autrement. Si j'ai encore des droits au Pôle emploi, le créateur d'entreprise peut demander d'être rémunéré encore pendant 1 an. Ok, très bien. Très bien. D'accord. Et donc, faire commencer à développer son entreprise, à faire sa recherche de clients, d'augmenter son chiffre d'affaires tranquillement, de générer de la trésorerie dans l'entreprise, et donc de pouvoir se dire, voilà, j'ai atteint un certain niveau, mon chiffre d'affaires et globalement me permet aujourd'hui de pouvoir me salarier. Je ne suis pas obligée de démarrer avec un salaire de 3 000 €, je peux démarrer avec un salaire de 1 000 et l'augmenter progressivement. En plus, je suis président, je prends les décisions moi-même. Carrément. Carrément. Petite question de Kelly qui dit, voilà, elle veut acheter un appartement. Elle aimerait montrer à la banque que que son entreprise fonctionne bien, etc. Quels sont mais son activité n'a pas encore 2 ans, donc elle a juste un premier bilan. Est-ce que elle demande si ça suffit en fait pour convaincre une banque de la suivre sur son prêt immobilier? Alors, généralement, un prêt immobilier, les banques vous demandent vos revenus fixes d'une année, de 2 ou de 3. Dans le cadre d'une entreprise, quand on est en société ou en quoi que ce soit, on va vous demander au minimum 3 ans d'existence. D'accord. Parce qu'on sait que la stabilité d'une entreprise ne va vraiment être acquise qu'au bout de 3 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, 45% des entreprises qui sont créées ne survivent pas à 3 années d'exercice. Ouais. Voilà. Donc la banque va se prémunir
prémunir d'un problème réel qui est l'entreprise va s'arrêter ou risque de s'arrêter, et donc elle va vous demander d'avoir 3 ans d'exercice. La façon de pouvoir contrecarrer ça, c'est effectivement de pouvoir, avec l'aide d'un expert comptable ou d'un comptable, établir un bilan prévisionnel, une projection de la fructification de cette entreprise sur les 2 ou 3 années à venir. C'est ce qu'on appelle un bilan prévisionnel. On va établir que l'entreprise va croître parce qu'on a des données, on sait comment on la sent, son entreprise, on sait comment on la travaille. Bien sûr. On peut tendre. Et donc, on va calculer tout ça de manière réelle et lui donner cet élan, cette projection sur l'avenir. Ça veut dire que d'un autre côté, on met en confiance la banque en lui disant, vous voyez bien que je m'en vais vers l'avenir, puisque je vous démontre par A plus B que je travaille pour ça, pour aller vers pour tendre à ce résultat-là, celui que je vous projette à 3 ans. Ouais. Et donc, on va vers un avenir et donc la banque va se sécuriser. D'autant plus qu'on ne va pas mettre des chiffres qui vont être irréalistes. Ouais. Voilà. On sait très bien qu'une entreprise qui démarre va faire une projection maximale avec une progression de 10% de son CA en moyenne par an. Quand je dis CA, il s'agit du chiffre d'affaires, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, si on table là-dessus et qu'on fait une réalité par rapport au bilan qu'on a déjà entre les mains, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on fait du commerce et qu'on a une projection de 10%, on va avoir aussi une projection de 10% de nos achats en plus. Ouais. C'est normal. Voilà. Parce qu'on ne peut pas augmenter nos tarifs de 10%. C'est clair. C'est impossible. Ça passe plus aujourd'hui. Non. Voilà. Donc, on sait qu'avec ce type de projection, les banques sont un peu moins frileuses. Mais en général, il faut vraiment avoir 3 ans de bilan. Ok, ça roule. Il y a des filles qui nous ont rejoints sur le live. Est-ce que bienvenue à vous? Je vois pas en fait, je vois pas qui vous êtes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous pouvez laisser un petit commentaire là sur le feed comme l'ont fait Sorna et Florence. Et Françoise est là pour vous répondre. Il y avait une question de Didi par rapport au recrutement. Donc elle est salariée dans une entreprise, elle est auto-entrepreneur. Donc déjà la première recommandation qu'on va lui faire, c'est de créer sa SASU. Et en fait, de temps en temps, bonjour Valérie, bienvenue. Et de temps en temps, en fait, parce que elle est coiffeuse en fait. Elle a besoin de faire appel à des gens, à des assistants et tout qui viennent ponctuellement l'aider, l'aider. Et elle veut savoir comment elle peut déclarer ces personnes légalement sans pour autant se plomber avec des salariés, sachant que, avec des salariés. Donc, comment elle peut faire? Alors, quand on est dans un système d'auto-entrepreneuriat, ouais. Déclarer des salariés, c'est quelque chose que je ne conseille pas. D'accord. Maintenant, si on a ce que j'appelle du domaine de l'intermittence, c'est-à-dire du salarié ponctuel qui est amené à revenir de temps à autre, ouais. Il existe un système en France qui s'appelle voilà, j'ai mangé le nom, le chèque emploi-service. D'accord. Alors, le chèque emploi-service n'existe pas que pour les individus personnels. Ça n'est pas réservé que à nos emplois familiaux. D'accord. Ça peut être aussi dans le cadre de petites entreprises. D'accord. L'avantage, c'est ce chèque emploi-service, il existe, il y a un service qui est ouvert sur le réseau de l'URSSAF en France. D'accord. Il faut s'y inscrire avec son numéro de SIRET et autres. Et là, il s'occupe de faire et les déclarations sociales et la fiche de paye. Ce ne peut être que pour du ponctuel. On est bien d'accord. Ouais. Vous ne pouvez pas faire ça pour des salariés récurrents mensualisés. D'accord. Ce n'est pas possible. Votre niveau de statut d'auto-entrepreneur, surtout en chiffre d'affaires, de la prestation, aujourd'hui vous êtes limité à un chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé. Ouais. Si vous rajoutez un salarié là-dessus, mais que vous ne pouvez pas déduire de vos charges, c'est quand même ballot. C'est clair. Vous allez payer des cotisations sur l'argent que vous
Ok, Didi, je sais pas si tu es là, mais dans tous les cas, tu vas voir ça. C'était pour toi. Je pense que c'est très clair. Alors, on a Lily et Valérie qui ont rejoint ce live. Coucou les filles, bienvenue. Alors, moi j'ai une question par rapport aux personnes qui achètent beaucoup à l'étranger. Qu'est-ce que tu leur recommandes comme optimisation fiscale qu'elles peuvent faire pour être un peu moins prises à la gorge par rapport à la TVA, par rapport au transport, par rapport à toutes ces choses-là? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors déjà, la première chose, si vous achetez à l'étranger majoritairement votre marchandise pour la revendre en France, la franchise de TVA est obligatoire. Ça, c'est parce que vous n'avez aucune possibilité de récupérer la TVA sur vos achats, donc franchise de TVA obligatoire. Okay. Maintenant, pour sécuriser vos achats à l'étranger, il vous faut un numéro de SIRET qui soit important. Il faut que vous ayez aussi la possibilité d'avoir une protection juridique parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un défaut majeur et de livraison alors que vous payez généralement autant vos marchandises. Parce que les États-Unis ne vous permettent généralement pas d'acheter votre marchandise et de la payer 30 jours plus tard. Ça n'existe pas trop. D'autre part, vous avez des frais de douane qui sont importants et qui sont généralement à payer à la réception de vos marchandises. Faites bien l'étude de votre coût avant de passer par ces fournisseurs aux États-Unis. Essayez de voir s'il n'y a pas des revendeurs en Europe qui, sans faire des marges excessives, vous exonéreraient des frais de douane, qui sont très chers. Ouais. Et le statut, c'est pareil. Quand on fait du commerce, le risque majeur, c'est le risque financier. Vous avez une marchandise qui se perd, elle se perd sur des territoires français, vous n'êtes pas couvert par le frais de transport du fournisseur étranger. Donc faites très attention à ça, ça peut mettre en déliquescence votre entreprise. Donc choisissez un statut de société de façon à ne pas être responsable de tous ces cas de force majeure, je dirais, et ne pas vous retrouver à faire péricliter vos biens personnels. Protégez vous-même et votre famille. Ouais. C'est une priorité. Justement, là, autre question par rapport à… Merde, la question a échappé. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. D'ailleurs, peut-être que certaines d'entre vous ont des questions. Hello, Annick, merci d'avoir rejoint ce live. Oui, c'était par rapport à celle qui débute. Ben si, voilà, la question m'est revenue. Françoise, quand on crée son entreprise, tout le monde nous dit… Il faut absolument faire un business plan, avec des prévisions de ses ventes, etc., etc. Sauf que moi, 95% des entrepreneurs que je connais sont incapables de dire, voilà, moi, je vais vendre 20 salades au mois de janvier 2018. Donc, comment on fait pour faire son prévisionnel de chiffre d'affaires? Comment on fait? Alors, un prévisionnel de chiffre d'affaires, c'est avant toute chose, quelle est votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez créer? Comment vous voulez la créer? Et qu'est-ce que vous en attendez? Ça, c'est la priorité. Quand vous avez répondu à ces questions qui sont quoi, comment et pourquoi, est-ce que j'en attends? Eh bien, vous avez déjà pratiquement réalisé votre business plan. J'entends par là que l'entreprise, vous ne la faites pas pour regarder les mouches voler. Vous la faites pour en tirer quelque chose, pour en obtenir un revenu. Comment vous allez pouvoir tirer ce revenu? Est-ce que vous allez faire que de la prestation ou est-ce que vous allez faire de la prestation avec quelques commercialisations de produits en même temps? Est-ce que vous allez… Voilà. Alors, combien il me faut de clients pour que j'obtienne cette marge qui va être ma rémunération? Parce que c'est ce que je veux réaliser. Yes, baby. C'est ce que je vous dis tout le temps en formation. Hein. En fait, il faut partir de vous, de vos besoins. Et en fait, un business plan, c'est pas oui, je vais vendre 100 salades au mois de janvier. En fait, c'est moi au mois de janvier. En fait,
j'ai besoin de me faire 3 000 €. Il faut que je fasse que je vende combien de salades pour les faire? En fait, c'est ça la question qu'il faut se poser et c'est à ça que ça sert. Et après, vous allez vous donner les moyens de les réaliser. Vous allez vous battre, vous allez faire du commercial, c'est pas facile. Alors ça, je ne reviens pas sur le sujet, mais je dis que c'est pas facile et que se vendre n'est pas simple. Mais il faut aussi s'environner des bonnes personnes pour arriver à se vendre. Et Clarisse fait partie des bonnes personnes. Merci, c'est gentil. Et Françoise, franchement, t'es trop géniale. Écoute, Florence le dit là. Françoise, t'es géniale. Bon, Florence et moi, on a un peu le même vocabulaire. On se connaît un peu depuis qu'on a 12 ans. Ouais, t'es vraiment géniale. Moi, c'est pas pour vous, mais moi, j'ai la patate de dingue. J'ai vraiment la patate. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus claires. Bon, c'était déjà le cas quand on s'était eu au téléphone, Françoise, et que je te disais, mais enfin, je sais pas. Moi, il y a quelques éléments clés là qui vraiment, voilà, m'ont éclairci les choses. EURL, SASU, auto-entrepreneur, les histoires de recrutement, les histoires de franchise de TVA. Pour toutes celles qui font de la vente de marchandises, moi, je pense que vraiment on a vraiment eu des billes là. Est-ce que certaines d'entre vous ont des questions? Certaines d'entre vous qui sont en activité depuis un moment, qui se disent voilà, bon ben 2018, comment ça va se passer comptablement, machin, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est vrai, être juriste n'est pas comptable. Merci. Non, mais c'est clair. Enfin, chacun son métier, quoi. Moi, je suis excellente commerciale. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mon ADN. Par contre, la comptabilité, je gère pas. Ça fait du bien d'avoir plus de clarté, même s'il reste des trucs à clarifier. Oui, il reste certainement des trucs à clarifier. Bien sûr, parce qu'on peut pas adapter à la problématique de chacun en travaillant sur une généralité. C'est pas possible. Il faut forcément approfondir chaque chose par rapport à soi-même. Ouais. Et puis par rapport. De choix-dessus, on ne fait pas pour le voisin, on fait pour soi. Notre problématique personnelle, ça peut être nos biens personnels, ça peut être le fait qu'on ait une famille, ça peut être le fait qu'on ait un objectif de transmettre ce qu'on crée à nos enfants, ça peut être, voilà, on a tous des problématiques personnelles. On est salarié, on a besoin de moins que quelqu'un qui a besoin de créer son entreprise pour générer son statut, sa rémunération fixe de tous les jours. Toutes les problématiques sont différentes. Maintenant, il faut se protéger dans tous les cas. Justement, alors là, il y a 2 questions qui sont arrivées. Première question, y a-t-il un minimum de capital pour la SASU, Françoise? Mais toutes les sociétés peuvent être créées aujourd'hui avec des capitaux très faibles. Et quand je dis très faibles, l'État avait mis en place, il n'y a pas très longtemps, la création d'entreprises à 1 euro. Ça vous rappelle rien, les filles? Si. 1 euro. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise avec 1 euro. Il suffit simplement de choisir un capital variable. Ce qui va dire que de temps en temps, vous pouvez augmenter votre capital en fonction de vos disponibilités financières pour lui donner une assise. Le capital social va servir à donner une stabilité à l'entreprise vis-à-vis des organismes et particulièrement des banques. Parce que le fait d'avoir un capital de 2 euros ne va pas dire à la banque cette personne s'investit pour son entreprise. Par contre, si vous mettez un capital de 5 000 euros, ça veut dire que vous amenez votre argent personnel dans l'entreprise, que vous investissez à fond dedans et que donc vous avez une crédibilité aux yeux de la banque. Et la banque, c'est votre partenaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre vous. Donc, vous lui amenez quelque chose et vous le rend. Vous avez 5 000 euros de capital et vous avez besoin d'un prêt de 10 000, on va vous le prêter plus facilement. Si vous avez 1 euro et que vous demandez 10 000 euros, on va vous dire vous pouvez pas faire un effort, vous aussi? Voilà. Vous pouvez pas demander à la banque de prendre plus de risques que vous sur votre business. Voilà. C'est pas possible, en fait. Soyons logiques. Et ils sont partenaires, ils mettent leurs pieds, mais nous aussi, on doit mettre un pied. Voilà. Donc, Question. on peut démarrer une société
société avec 500 euros ou 1000 euros. Il faut au minimum que votre capital social couvre les premiers frais. Et les premiers frais de votre société, c'est la rédaction de vos statuts, vos frais d'enregistrement, l'annonce légale qui est obligatoire. Ça, c'est un minimum qui doit être dans le capital de la société. Mhm. Ça coûte pas très cher, mais il faut quand même les payer. Aujourd'hui, la moindre annonce publique d'annonce légale, c'est 150 à 170 euros. Donc forcément, vous ne pouvez pas démarrer avec un capital de 1 euro. Il faut forcément que vous ayez cet argent pour les payer. Ouais, donc oui, non, 1 euro, non, pas crédible vis-à-vis de la banque. Comment on contacte Françoise? Vous aurez ses coordonnées à la fin du live, vous aurez son adresse mail, son numéro de téléphone. Vous dites voilà, Clévacrou, voilà, Clarisse, il n'y a pas de souci, elle saura d'où vous venez. Lily dit, moi j'ai des questions pour savoir comment sécuriser financièrement ses achats. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Peut-être que moi je suis pas comptable et je comprends pas la question. Peut-être que toi, Françoise, tu as compris. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser financièrement ses achats? Alors, être certain qu'on va payer le bon prix de la marchandise que l'on aura réellement. Je sais pas. Lily, on a besoin de toi. Dis-nous ce que tu veux dire par là. On t'attend. Tac, 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 tac. Du coup, on va switcher le temps que Lily nous précise sa question. Il faut donc faire un bilan. Alors, attends. Ouais, première question. Cela revient à combien les premiers frais? Alors, moi, je vais répondre parce que là, je viens de faire la création de ma boîte. Alors, pour tout ce qui est création des statuts et autres, faut savoir, et dépôt de la société et tout, dépôt des annonces légales, etc., etc. Faut compter à peu près 450 euros. En gros, Si tu fais tes statuts pratiquement toi-même. Ouais, si tu fais tes statuts pratiquement toi-même. Après, si tu veux qu'un comptable ou un juriste te les fasse, faut rajouter, Françoise, dis-moi si je me trompe, mais à peu près 250 euros supplémentaires, c'est à peu près ça? Alors, si tu vas vers un expert comptable, il va te les faire à 1000 euros. Oui, si tu vas chez un notaire, parce qu'ils sont habilités à les faire aussi, ça peut coûter beaucoup plus cher. À côté de ça, tu as des conseillers juridiques qui sont à même de te les faire pour des prix beaucoup plus raisonnables. Ouais. Mais en moyenne, il faut compter 500 euros pour avoir des statuts qui soient bien corroborants avec l'activité et qui te permettent de choisir ton code APE. Donc attention, ce code APE, il découle directement de l'activité et il est important que le code APE soit bien en réalité avec ce que vous voulez réellement faire. Donc attention à la rédaction des statuts et surtout de l'activité dans vos statuts parce que c'est déterminé dans les statuts. D'accord, ok, ça marche. Donc, code APE, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est le code d'identification de l'activité. Donc, que l'INSEE, en fait, l'INSEE qui répertorie toutes les entreprises pour savoir, voilà, combien il y a d'entreprises en France dans tel secteur. Au moment où vous vous enregistrez, on vous donne un numéro APE qui, en fait, permet de classifier vos entreprises et de savoir à quelle activité vous appartenez. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour faire certains métiers ou pour faire certaines activités, vous devez avoir un certain code APE. Je pense notamment à une de mes clientes qui s'appelle Valie, qui est en train de passer son entreprise avec un statut d'intermittent du spectacle, enfin, certains de ses salariés avec un statut d'intermittent du spectacle. Elle peut le faire parce qu'elle a le bon code APE des entreprises dans le domaine de l'audiovisuel, ce qui n'aurait pas été le cas si, par exemple, elle s'était déclarée uniquement en maquilleuse professionnelle. Donc, voilà pourquoi c'est important, en fait, d'avoir le bon code. Donc, au total, à peu près, moi, petit conseil, voilà, pour des trucs qui sont simples, des activités qui sont simples, voilà, vous savez ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez des sociétés type Captain Contrat. Bon, Françoise peut aussi vous aider sur la rédaction des statuts. Et une fois que vos statuts sont bien faits, vous avez des sites comme Captain Contrat qui, en fait, prennent en charge pour vous
toute la partie démarche administrative, dépôt des statuts, des annonces légales, etc., etc., parce que c'est très fastidieux, en fait, de le faire, d'aller sur le Parisien ou le journal officiel, aller payer l'annonce légale là-bas, faire les trucs d'un côté, faire les trucs d'un côté, enfin, c'est du travail. Si vous voulez que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, c'est à peu près 450 euros. Et à côté, il faut rajouter les frais de rédaction des statuts dont Françoise a parlé. Donc, autre question de Sortna, et après on va prendre la question de Lily. Il faut donc faire un bilan prévisionnel le plus tôt possible. Alors en fait, Françoise, tu me diras si je me trompe, ce qu'il faut faire au départ, c'est pas un... Quand on dit faire son prévisionnel, est-ce que c'est un bilan prévisionnel ou est-ce que c'est un chiffre d'affaires prévisionnel ou c'est quoi en fait le prévisionnel? Le prévisionnel, c'est le bilan, mais c'est aussi le compte de résultat. Voilà, un bilan est mot. composé de deux éléments. C'est l'analyse de votre rentabilité, c'est-à-dire ce que vous allez construire, vous allez faire un chiffre d'affaires, il est composé pour certains avec des achats, pour certains d'autres avec uniquement des frais généraux. Quand je parle de frais généraux, c'est votre frais d'assurance. Donc n'oubliez pas que vous avez une assurance à payer pour exercer une activité, pour vous protéger. C'est au minimum une responsabilité civile, la même que vous avez dans votre vie privée, mais adaptée à votre structure, à votre entreprise. Donc vos téléphones, vos frais de déplacement, etc. Tout ça, c'est vous avez votre chiffre d'affaires et vous avez toutes vos charges. Ceci va vous donner votre compte de résultat. Le fameux compte de résultat qui va déterminer aussi votre montant de base d'imposition, que ce soit pour quand vous êtes au régime de l'impôt sur le revenu ou que ce soit quand c'est de l'imposition sur les sociétés, ce qu'on appelle vulgairement l'IS. À côté de ça, vous avez une deuxième partie qui est le bilan. Et le bilan va regrouper, imaginons, vous avez une coiffeuse et vous avez besoin de tout un tas de matériel. Ce matériel, c'est un investissement. Il va non pas être dans votre compte de résultat, mais dans votre bilan. Le fait d'avoir acheté de la marchandise va faire que vous allez acheter à un fournisseur. Ce fournisseur, si vous lui devez de l'argent, ce sera dans le bilan, pas dans le compte de résultat. Et donc, ce bilan va laisser paraître ce que compose votre entreprise, c'est-à-dire le bien que vous avez, le résultat que vous avez réalisé juste en face, et puis ce que vous devez aux caisses sociales, ce que vous devez à vos fournisseurs, mais aussi ce que vos clients vous doivent. Voilà, c'est une image, le bilan, c'est une image financière de l'entreprise, alors que qui est basée sur un instant T. Il ne faut pas oublier que c'est l'image à un moment donné de votre entreprise, et cette image, elle s'est construite sur un an auparavant, voire plus, puisque ça va refléter toute l'historique de votre entreprise, alors que le compte de résultat, lui, va être figé sur une période de 12 mois uniquement. Et il va vous donner votre résultat fiscal, vos revenus, ce que vous avez réussi à réaliser avec l'entreprise. Voilà. C'est deux images différentes. Donc, d'un côté, pour créer mon entreprise, j'ai besoin de réaliser un chiffre d'affaires. Ça, c'est le but de mon entreprise. Mais pour réaliser ça, j'ai besoin d'un prêt qui va être dans le bilan. Pour acheter du matériel qui va être dans le bilan. Est-ce que c'est clair? Ouais, clair. En fait, voilà. Le compte de résultat, c'est donc le chiffre d'affaires, les dépenses, mon bénéfice, et c'est sur cette base-là en fait que les impôts vont me calculer mon imposition pour l'année. En revanche, le bilan, c'est une photographie à l'instant T de la valeur de l'entreprise, donc de ses assets, donc de ce dont elle dispose, de ce qu'elle a acheté, de son matériel. Enfin, c'est vraiment voilà, dans le bilan, on peut mettre aussi ce que vaut sa marque, on peut mettre son achat voilà, son matériel, les ordinateurs, tous ces trucs-là. Voilà. Et puis ses dettes. Donc c'est vraiment en fait le bilan, c'est plus la valeur de l'entreprise et le compte de résultat, c'est les bénéfices de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Donc quand on crée son entreprise et que on vous demande de créer un business plan, c'est tant ce que vous allez avoir besoin comme matériel pour la créer.
Donc tout ce qu'on appelle des investissements, ça va pour la coiffeuse de son séchoir qui vaut une fortune, en passant par le bac qu'elle a besoin pour aller chez ses clients tout le temps, en passant par la voiture qu'elle a besoin pour se rendre chaque jour auprès de ses clients si elle fait de la clientèle à domicile. Et puis ça va être le besoin financier qu'elle a en face. Voilà, elle a un capital sur sa société qui est de 1 000 euros, mais elle sait que l'argent, elle va déjà le dépenser, il lui faut tant. Donc elle a amené soit en compte courant d'associé parce qu'elle se dit qu'elle a de l'argent liquide et qu'elle peut le prêter à sa société. Donc elle met dans un compte d'associé, soit elle emprunte à la banque et cet emprunt va venir du même côté. Voilà. Okay. Donc, tout ça, c'est ce qui est nécessaire. Donc, quand on crée une entreprise, on a besoin de savoir ce dont on a besoin matériellement pour la faire et combien il faut financièrement en face pour le faire. Très bien, très bien. Ouais, dis-moi. Non. Alors, Lily nous dit, tout à l'heure, c'était la question sur comment, en fait, assurer. Alors, attends, je reviens sur ta question, Lily. C'était Ouh là là, dis donc, il y en a des commentaires. Financièrement, c'est les achats. Oui, par la banque, voilà. Donc, c'est peut-être les assurer, non? Comment savoir sécuriser financièrement ses achats? Et là, donc, elle a mis comme précision en engageant sa banque, par exemple. Alors, il est vrai que la banque peut garantir le paiement des achats. Ah, d'accord. Ok. Elle garantit le paiement. C'est-à-dire que si un fournisseur a besoin d'une confirmation que le paiement lui arrivera bien, la banque peut effectivement vous assurer de dire à concurrence de telle somme, je couvre vos achats. D'accord. Ok. Ceci dit, c'est de l'argent qui coûte à l'entreprise. La banque ne le fait pas gratuitement. Mmh. Ils demandent quoi? Un pourcentage de la somme, ils prennent des frais en fait. Ils vont rémunérer l'argent qu'ils vont avancer si vous ne l'avez pas, Ouais. et ils vont vous demander en même temps votre caution bancaire sur le remboursement. Votre caution personnelle? Oui. Ah ouais, donc c'est chaud cacao quand même. Lily, voilà. Je suppose que tu as des fournisseurs à l'étranger qui te demandent, quand tu dois avancer, faire des gros trucs, ils vont te demander peut-être une caution bancaire, c'est certainement ça. C'est une caution qui, en fait, la caution, après, la banque, elle vient la chercher chez toi. Donc, c'est chaud. Il y a un autre organisme qui sécurise aussi. Il faut savoir que toutes les entreprises qui existent aujourd'hui sont étudiées financièrement et que la Banque de France nous accorde à chaque entreprise une cotation, une notation. Ça se fait une fois par an, après que le bilan de l'exercice a été déposé auprès des centres des impôts et du CREF, du tribunal de commerce. La Banque de France peut nous accorder une notation et nous dire c'est une entreprise stable ou pas stable. Donc la cotation va de 1 à 5. Si vous êtes à 1, vous n'êtes pas très bon. Si vous êtes à 5, vous êtes bien mieux. D'accord. Voilà. Et puis, il y a des organismes spécifiques après qui le font dans différents domaines d'activité. Il en existe dans le domaine du secteur du bâtiment, il en existe dans d'autres domaines. Elles se partagent le marché, elles exercent aussi une notation, ce qui permet aux fournisseurs de se sécuriser contre la solvabilité de l'entreprise. D'accord. C'est un peu comme Standard & Poor's et les pays, quoi, et la note des pays, le A, B, C, D. Ok. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que ces notations peuvent servir à un fournisseur à vous accorder un délai de paiement. Par exemple, si votre notation est très mauvaise, on va vous demander de payer votre marchandise systématiquement à la commande. Alors que si votre note est meilleur, vous êtes entre 3 et 5 par exemple, on va vous dire ok pour un délai de paiement à 30 jours ou à 45 jours. Sachant qu'en France, les délais de paiement sont autorisés maximum 30 jours fin de mois. Mmh. D'accord? Ça veut dire que si vous avez commandé le 15, que la facture a été mise le 15, mettons le 15 septembre, vous allez avoir, si on vous dit 15 jours fin de mois, ça veut dire que vous êtes obligé de payer au
30 septembre. Si on vous dit 30 jours fin de mois, vous êtes obligé de payer au 30 octobre. Ok. Eh ben, écoutez, les filles, Lily, j'espère que ça a répondu à tes questions. Moi, j'ai juste envie de dire un grand merci à Florence, parce que à Florence. Dis donc, Françoise, qu'est-ce qui m'arrive? Merci beaucoup, Françoise. Je pense que, encore une fois, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que ça a éclairci pas mal de choses. Donc, franchement, merci beaucoup. Je vous donne tout de suite en bas, là, en commentaire et par mail, parce que j'enverrai le lien vers le live par mail. Il sera sur la plateforme, là, dans l'après-midi. Je vous donnerai ses coordonnées. Vous pouvez l'appeler de notre part si vous avez des problématiques en compta, en fiscalité et tout. Le mois prochain, donc on reprendra le rythme habituel du premier lundi du mois. Donc, j'ai plus la date en tête, mais ce sera donc début novembre. On va parler de la préparation de Noël. Donc, j'espère que vous avez déjà commencé à parler de Noël. Et là, on va parler de comment mettre en scène sur votre site internet, dans votre communication, sur vos réseaux sociaux, dans la période de Noël pour pouvoir maximiser vos ventes. Ça se fait maintenant, ça se fait pas le 10 décembre. Et voilà. Et donc, écoutez, je vous dis un grand merci à toutes. Encore un grand merci à toi, Françoise, pour ces précieux conseils. Franchement, je suis super contente. Je vous ai déjà parlé de notre grand week-end dédié à l'entrepreneuriat féminin l'année prochaine en octobre. Of course, Françoise, tu seras là pour donner des conseils à toutes les femmes qui seront là. Et j'ai juste envie de dire maintenant, c'est à nous de le faire. Encore un grand merci et je vous dis à toutes une excellente journée. Passez un très très bon week-end et on se dit à très vite. Gros bisous. Mouah. Ciao. Merci beaucoup, François, je raccroche. Ciao. Ciao.